Quand mon beau-père a découvert que j'avais perdu mon emploi, il m'a traîné dans le garage et a dit « Les hommes qui ne subviennent pas aux besoins ne sont rien ». Il a pris mes outils de travail et les a vendus. Au dîner, il a levé son verre et a porté un toast aux « vrais hommes ». Ma femme ne m'a pas regardé une seule fois. J'ai mangé en silence pendant qu'il riait. Le lendemain matin, j'ai laissé un paquet sur son établi. Ça l'a eu. Quand j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas juré. Je me suis juste assis dans mon camion devant le chantier, fixant la cuisine à moitié construite sur laquelle nous travaillions depuis des semaines. J'avais tout mis sur ce chantier, des heures, de la sueur, des week-ends. Et maintenant, c'était fini. Mike, mon patron, m'a dit d'entrer dans la caravane de bureau. Il avait l'air fatigué et honteux, comme si ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça aujourd'hui. Adam, a-t-il dit, je suis désolé. Tu es solide, l'un des meilleurs que j'ai, mais je ne peux pas me permettre de te garder. Le travail s'est tari. On tourne à vide depuis des semaines. C'était tout. Pas d'avertissement, pas d'indemnité de départ, juste une poignée de main et mon dernier chèque. J'ai chargé mon matériel dans le camion. Je me souviens du bruit des outils qui s'entrechoquaient. Ce sont signifiés quelque chose avant. Maintenant, on aurait dit des ordures jetées dans une benne. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je me suis assis sur le parking d'un centre commercial en bande pendant 1 heure, à regarder la circulation. Je savais ce qui m'attendait à la maison, ni sympathie, ni compréhension. Nous vivions chez les parents de ma femme. Le plan était à court terme, économiser de l'argent, trouver notre propre logement. Mais cela faisait 5 mois, et je marchais déjà sur des œufs avec son père. Earl avait ce rictus constant, comme si j'étais un rat qui ramenait de la saleté dans sa maison. Il pensait que j'étais faible parce que je ne parlais pas comme lui, que je ne chassais pas, ou que je ne buvais pas de whisky à même le bocal. La seule raison pour laquelle il me tolérait, c'était parce que Stacy le lui avait demandé. Je suis entré par la porte d'entrée et j'ai entendu des bruits de vaisselle. Stacy et sa mère mettaient la table pour le déjeuner. J'ai été licencié, ai-je dit, sans préliminaire, sans excuse, juste la vérité. Stacy s'est figée en plein mouvement. Sa mère l'a regardé avant de me regarder. Pour combien de temps, a demandé sa mère. Définitivement, ai-je répondu. Mike a dit qu'il n'y a plus de travail. Stacy a posé l'assiette lentement. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant, a-t-elle dit. Sa voix n'était pas paniquée, elle était froide, comme si elle avait déjà décidé quel genre d'homme j'étais. Je trouverai quelque chose, ai-je dit. Tu as dit ça la dernière fois, a-t-elle répliqué. Je voulais me défendre, mais je ne trouvais pas les mots. Quand Earl est rentré vers 17 heures, il a à peine dit bonjour. Il a laissé tomber ses clés sur le comptoir et est allé directement au réfrigérateur. Stacy devait lui avoir dit, car quelques minutes plus tard, il m'a appelé dans le garage. C'était toujours le garage avec lui, son royaume, des outils au mur, son établi, son frigo à bière. C'est là qu'il avait ses discussions. Je l'ai suivi. Il a fermé la porte derrière moi, brutalement. « Tu t'es fait virer ?» a-t-il demandé. « Licencié, ai-je dit. Ils n'ont plus de travail. Tu subviens aux besoins de ma fille ou tu ne le fais pas. Je me fiche des excuses. Je cherche, ai-je dit. Ouais, on cherchera ailleurs, parce que tant que tu ne travailles pas, tu ne fais que respirer mon air. » Puis il s'est dirigé vers le coin du garage où je gardais tous mes outils, ma scie circulaire, ma perceuse, mes meuleuses, mes marteaux perforateurs, même mes clés spéciales. J'avais la plupart de ce matériel depuis des années, je l'avais payé moi-même. Ce n'était pas seulement de l'équipement, cela faisait partie de qui j'étais. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je récupère mon loyer », a-t-il dit. « Tu vis ici gratuitement depuis des mois. Tu manges ma nourriture, tu dors dans ma maison, et tu te tournes les pouces pendant que tes outils prennent la poussière. » Il a ouvert une grande boîte à outils noire et a commencé à en sortir des choses. « Ce sont les miens, ai-je dit. » Il m'a regardé comme si j'étais un insecte. « Plus maintenant. » J'ai fait un pas vers lui, et il s'est retourné vivement. « Tu veux lever la main sur moi dans ma maison. Tu ne vas pas aimer comment ça finit. » J'ai reculé. Il a chargé les outils dans son camion et est parti. Je suis resté dans l'allée comme un idiot pendant que Stacy regardait par la fenêtre sans rien faire. Quand il est revenu 1 heure plus tard, il m'a jeté une enveloppe.
Le prêteur sur gage m'en a donné 600 $. C'est plus que ce que tu as rapporté en un mois. De rien. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Au dîner, ça a empiré. Earl s'est versé un verre de bourbon, l'a levé bien haut. Aux vrais hommes, a-t-il dit. Puis il a eu un sourire narquois et a siroté pendant que le frère de Stacy riait. Stacy n'a pas dit un mot. Elle ne m'a même pas regardé. J'étais assis là, mâchant du poulet sec, sentant quelque chose brûler au fond de ma poitrine. Ce n'était pas de la honte, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus froid, de plus patient. Cette nuit-là, pendant qu'il regardait la télé et riait, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. 2 semaines auparavant, j'avais vu Earl à Sacramento. J'allais chercher des matériaux de construction. Il ne m'avait pas vu, mais je l'avais vu, assis au bar du Hankestap Room. Son bras entourait une femme plus jeune. Elle était blonde, peut-être la fin de la trentaine. Sa main était dans sa chemise en flanelle. Il lui embrassait le cou comme un adolescent excité. J'avais pris une photo par réflexe. Je n'y avais même pas pensé sur le moment. Maintenant, j'ai retrouvé la photo, je l'ai imprimée, j'ai écrit une note dessus, pour le vrai homme. Je l'ai enveloppé dans du papier craft et je l'ai laissé sur son établi le lendemain matin avant qu'il ne se lève. Puis j'en ai envoyé une copie à la mère de Stacy. À 16 h, la maison a explosé. Earl est rentré et a trouvé sa femme qui l'attendait dans l'allée. Elle tenait la photo. Son visage était pâle, mais sa voix était pleine de feu. « Espèce de salaud infidèle », a-t-elle hurlé. Les yeux d'Earl se sont écarquillés. Il s'est tourné vers moi, le visage rouge, les veines du cou saillantes. « Espèce de... » a-t-il marmonné en marchant vers moi. Sa femme l'a interrompu. « N'ose même pas lever la voix sur lui. Tu ne vas pas t'asseoir dans ma maison et me mentir en face pendant des années tout en couchant avec une serveuse de bar minable dans mon dos. Darlene, non. C'est fini. Je te veux dehors. Maintenant. » Il a regardé Stacy. « Tu vas laisser faire ça? Tu vas prendre son parti? » Stacy avait l'air de se réveiller d'un rêve. « Je ne sais même plus qui tu es. » Il est parti cette nuit-là, a jeté un sac de sport dans son camion et a démarré en trombe. Je pensais que ça suffirait, mais les choses ne faisaient que commencer. Après le départ d'Earl, la maison semblait calme mais pas paisible, plutôt comme le silence après l'explosion d'une bombe. Darlene, la mère de Stacy, ne pleurait pas. Elle ne criait plus non plus. Elle se contentait de déambuler dans la maison comme si elle était en pilote automatique, nettoyant des choses qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées, pliant des serviettes déjà pliées. Elle n'a même pas mentionné son nom. Stacy me parlait à peine. Je pensais que les choses s'amélioreraient peut-être entre nous après son départ. Je pensais qu'elle serait fière que je me sois défendu. Je pensais qu'elle verrait à quel point j'avais été poussé à bout. Mais j'avais tort. 3 jours plus tard, elle est entrée dans notre chambre et a fermé la porte. Elle s'est assise sur le bord du lit, les mains sur les genoux, et a fixé le sol. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. À nous. Rien que cette phrase m'a noué l'estomac. Je sais que les choses ont été difficiles, ai-je commencé, mais elle m'a interrompu. Je ne pense plus t'aimer de la même manière. Je ne savais pas quoi dire. Je t'ai vu perdre ton emploi, a-t-elle continué, et j'ai vu à quelle vitesse tout s'est effondré. J'avais besoin de me sentir en sécurité, Adam, et ce n'était pas le cas. Tu penses que je voulais ça, ai-je demandé. Tu penses que ça me va? Non, dit-elle doucement. Mais je ne pense pas que tu te sois assez battu. Tu l'as laissé te marcher dessus. Tu l'as laissé vendre tes outils. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai essayé. Mais tu ne l'as pas arrêté. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement déçue, elle était partie. Quel que soit l'amour qu'il nous restait, il était enterré sous des mois de ressentiment et de silence. Elle n'était plus de mon côté. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Je veux de l'espace, a-t-elle dit. Je vais rester chez une amie pendant un moment. Stacy, ne fais pas ça. Mais elle s'éloignait déjà. Elle a fait un sac et est partie cette nuit-là, sans même se retourner en franchissant la porte. Je ne l'ai pas poursuivie. Pendant la semaine suivante, j'ai dormi seul dans cette même chambre, pas de travail, pas de femme, pas d'outils. Le silence est devenu pesant. Darlene est restée civile, parfois même gentille, mais il n'y avait pas de chaleur. Puis,
un après-midi, j'ai reçu un message. Un type avec qui j'avais travaillé, nommé Brent. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment, mais il m'a envoyé un court texto, « Salut mec, Earl a dit du mal de toi aux gens en ville. Il dit que tu l'as volé, que tu es instable. Je voulais juste que tu le saches. » Ma main s'est mise à trembler. Ce salaud. Même après tout ça, il essayait encore de salir ma réputation. J'ai commencé à entendre plus de choses de la part de vieux amis. Apparemment, il avait dit aux gens de son église que j'étais dangereux, que j'étais entré par effraction dans le garage et que j'avais placé cette photo par vengeance malsaine, leur avait dit que j'avais des problèmes de colère, que Stacy m'avait quitté parce qu'elle avait peur de moi. Il déformait tout. Il essayait de me ruiner. Et, le pire de tout, Stacy ne corrigeait rien de tout cela. Elle ne me défendait pas. Je l'ai contactée une fois, juste pour lui demander si elle entendait les mêmes choses. Elle a répondu, « Il vaut mieux qu'on ne se parle pas pour l'instant. » C'était tout. Je me suis assis dans mon camion cette nuit-là, garé devant l'ancien chantier, et j'ai regardé la clôture en grillage. Toute la rage que j'avais enfouie a recommencé à bouillir. J'ai réalisé quelque chose d'une clarté aveuglante, Earl pensait qu'il avait gagné. Il avait perdu sa famille, mais s'il pouvait me ruiner, il pouvait encore contrôler l'histoire. Mais je n'allais pas le laisser faire. J'ai commencé à creuser. Je savais qu'Earl avait des cadavres dans son placard. Les types comme lui en ont toujours. Il arborait cette fausse façade de chrétien respectable, mais j'avais vu comment il regardait les femmes quand sa femme n'était pas là. Je me souvenais avoir entendu quelque chose une fois, il y a longtemps, à propos d'un casier judiciaire quand il était jeune, quelque chose de scellé, quelque chose qu'il avait enterré avant de rencontrer Darlene. J'ai demandé une faveur. Mon cousin Rob avait travaillé pour un détective privé à Modesto. Il avait encore des relations. Je lui ai demandé s'il pouvait dénicher quelque chose sur Earl. Rob a dit que cela pourrait prendre quelques jours. J'ai attendu. Quand Rob a finalement appelé, il semblait mal à l'aise. « Tu es sûr de vouloir savoir ces trucs, mec ? » ? « Oui. » »« D'accord. » J'ai trouvé un dossier scellé datant des années 80. Il a été arrêté 2 fois, une fois pour une bagarre de bar, assez grave, nez cassé, dents. Il a fait quelques nuits en prison. Mais l'autre, c'était plus sombre. J'ai attendu. Il a été interpellé pour une affaire impliquant une jeune fille de 17 ans. Détournement de mineurs. L'affaire a été négociée à la baisse, les parents n'ont pas voulu porter plainte, probablement un arrangement à l'amiable. Mais c'est arrivé. C'est dans le système, même si c'est profondément enfoui. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai eu la chair de poule. Et ce n'est pas tout, a dit Rob. Il voit une deuxième femme, pas la serveuse du bar, une femme à Roseville. Il y va souvent en voiture. C'est peut-être une autre liaison, ou peut-être quelque chose de pire. Des relevés de plaques d'immatriculation à son adresse. Il m'a tout envoyé, documents, vieux coupures de presse, capture d'écran. Maintenant, j'avais plus qu'une photo, j'avais son passé. Il était temps de s'assurer que tout le monde le sache aussi. Après avoir reçu ces dossiers de Rob, je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. Je n'arrêtais pas de les relire. Ce n'était pas seulement ce qu'Earl avait fait, c'était la façon dont il avait construit sa vie sur un mensonge, la façon dont il s'était tenu devant cette table de dîner et avait porté un toast aux « vrais hommes », tout en cachant qu'il s'était fait arrêter pour avoir fréquenté une adolescente. J'ai pensé à toutes ces années où il m'avait méprisé, chaque fois qu'il m'avait traité de faible, d'inutile, ou de « pas un vrai homme ». J'en avais fini d'encaisser les coups. Mais je n'allais pas faire ce à quoi il s'attendait, pas de cris, pas de menaces. Je voulais qu'il regarde tout s'effondrer lentement, douloureusement, en public. Alors j'ai élaboré un plan. D'abord, j'ai créé une adresse email anonyme. Ensuite, j'ai joint les documents que Rob m'avait donnés, des copies des dossiers judiciaires scellés, les relevés de localisation à l'adresse de la femme à Roseville, et cette photo de lui au bar avec la blonde du Hank's Tap Room. Je n'ai pas signé de mon nom. Je n'en avais pas besoin. J'ai envoyé l'email à son pasteur, à son employeur, il travaillait dans un entrepôt de pièces détachées à Folsom, au président de l'association des propriétaires de son quartier, au groupe d'hommes de son église, ils avaient un groupe Facebook suffisamment public pour être trouvé facilement, et à sa femme à nouveau, juste au cas où elle aurait des doutes sur le fait de le reprendre. Puis j'ai attendu. Cela a commencé 2 jours plus tard. J'étais dehors, en train de travailler sur la clôture arrière pour Darlene, en partie pour aider, en partie pour me distraire,
quand elle est sortie, son téléphone à la main, le visage blême. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. C'est partout sur Facebook. J'ai fait semblant de ne pas savoir. Quoi donc? Elle s'est assise sur la marche du porche et a secoué la tête. Les gens partagent de vieux dossiers judiciaires sur Earl. Des trucs que je ne savais pas. Des trucs que j'aurais dû savoir. Je n'ai pas dit un mot. La même nuit, Stacy m'a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai ignoré. Le week-end suivant, Earl avait été licencié. Son église lui avait demandé de se retirer de tout rôle bénévole qu'il occupait. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Son camion avait été vandalisé à la peinture en aérosol devant la maison de la femme à Roseville. Quelqu'un avait écrit « Prédateur » en rouge vif sur la portière du conducteur. Rob a dit que l'adresse avait fuité, probablement par l'une des personnes à qui j'avais envoyé un email, peut-être le groupe de l'église. Earl a essayé de limiter les dégâts. Il a posté un de ses longs messages Facebook, du genre rempli de versets bibliques, de fausses excuses et de rejet de la faute sur les autres. Il a qualifié l'ancienne arrestation de « malentendu de jeunesse » et a affirmé que la femme de Roseville était une « âme en détresse » qu'il conseillait. Personne n'y a cru. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit, Stacy est revenue. Elle s'est présentée un dimanche après-midi, à l'improviste. Elle avait l'air fatiguée, pas en colère, juste épuisée. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Elle a regardé autour d'elle dans la maison comme si elle appartenait à des étrangers. J'ai réfléchi à tout, a-t-elle dit. À mon père, à toi. Je n'ai pas parlé. Je sais qu'il a fait tout ça, a-t-elle dit. Ne le nie pas. L'email, les dossiers, tout ça. Je ne nie rien. Je pensais avoir besoin d'espace, a-t-elle continué, mais en réalité, je me cachais, prétendant que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. J'ai attendu. J'aurais dû te défendre, a-t-elle dit, à l'époque où il a pris tes outils, à l'époque où il t'a humilié. J'ai vu ce qu'il faisait, et je ne l'ai pas arrêté. J'ai juste laissé faire. Je l'ai regardé dans les yeux. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Je pensais que prendre ton parti signifierait aller contre ma famille. Mais maintenant je vois, ce n'était jamais une vraie famille, juste de la peur enveloppée de tradition. Elle s'est mise à pleurer. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin de le dire. Et puis elle est repartie. Mais cette fois, je n'ai rien ressenti. Parce qu'une semaine plus tard, j'ai découvert le vrai rebondissement, ce n'était pas seulement une liaison avec une femme à Roseville. Elle avait une fille de 17 ans. Et devinez quel nom est apparu dans ses textos? Earl. Rob l'a confirmé avec une capture d'écran. La fille l'avait mentionné, le « vieux type », dans un message à son ami, avait dit qu'il était glauque et qu'il trouvait sans cesse des excuses pour passer quand sa mère n'était pas là. Je suis resté assis là, à regarder l'écran. Ce n'était pas fini. Maintenant, c'était criminel. Maintenant, je devais faire un choix, aller à la police, le confronter directement, ou réduire en cendres ce qu'il restait de sa vie si complètement qu'il ne s'en relèverait jamais. Une fois que j'ai lu ce dernier message, une fois que j'ai vu que cette fille avait mentionné Earl d'une manière qui m'a donné la chair de poule, j'ai su que ce n'était plus une question de vengeance, il s'agissait d'arrêter quelque chose avant que cela ne fasse la une des journaux. Rob m'a tout donné, capture d'écran, horodatage, les messages de la fille. Elle avait dit à son ami, il n'arrête pas de passer quand maman n'est pas là. Il est dégoûtant. Je verrouille ma porte quand je vois son camion. C'en était assez pour moi. J'ai d'abord appelé l'avocat, quelqu'un que Rob m'avait recommandé. Il a examiné les preuves et a dit que je devais aller à la police maintenant, pas seulement pour elle, mais pour me protéger. Si cela sortait plus tard et que je n'avais pas agi, je pourrais être considéré comme complice de la dissimulation. Alors je suis allé au bureau du shérif du comté de Sacramento. Je leur ai tout montré, les dossiers, les textos, les photos. Je leur ai dit ce que je savais, ce que je soupçonnais, et comment je l'avais trouvé. Je m'attendais à être éconduit, mais ils l'ont pris au sérieux. Très au sérieux. Ils ont demandé une déclaration. Puis ils m'ont demandé si je serais prêt à témoigner si cela en arrivait là. Absolument, ai-je dit. Une semaine s'est écoulée, puis deux. J'ai reçu un appel, Earl avait été arrêté. Il l'avait interpellé à son appartement de Citrus Heights. La femme de Roseville avait tout confirmé une fois qu'il l'avait interrogé.
Elle a dit qu'Earl n'arrêtait pas de se présenter sans y être invité, qu'il trouvait sans cesse des raisons d'être seul dans la maison. Sa fille lui avait finalement dit ce qu'il avait dit sur son corps, sur son air, adulte. Il ne l'avait pas touché, pas encore, mais ça en prenait le chemin. Ils l'ont inculpé de harcèlement sur mineur et de violation d'une ordonnance de protection car, apparemment, la femme lui avait demandé d'arrêter de lui rendre visite des semaines auparavant, et il avait continué à venir quand même. L'histoire a fait le tour localement, rapidement. Elle a pris de l'ampleur. Titre des journaux, un bénévole d'église locale arrêté pour harcèlement d'une adolescente, un homme de Folsom avec un précédent dossier scellé fait face à de nouvelles accusations impliquant une mineure. L'ancienne affaire judiciaire est ressortie, celle qu'il pensait avoir enterrée. Son visage était partout. Sa photo d'identité judiciaire a circulé sur Facebook, Nextdoor, et même sur le site web d'un journal local. Les gens qui le louaient autrefois crachaient maintenant son nom comme du poison. L'Église l'a publiquement désavoué. Son travail, déjà perdu. Ses amis, disparus. Sa famille, brisée. Darlene a demandé le divorce dans la semaine, me l'a dit elle-même, je ne voulais plus jamais le revoir. J'aurais dû écouter mon instinct il y a 30 ans. Stacy m'a recontacté, a dit qu'elle était désolée, que j'avais fait ce qu'il fallait, qu'elle me respectait maintenant plus que jamais. Je lui ai dit que j'appréciais. Puis je lui ai dit que je ne la voulais plus, pas après la façon dont elle était partie, pas après la façon dont elle avait regardé son père me dépouiller de mes outils, de ma fierté, sans jamais dire un mot. On ne revient pas quand le feu est éteint en faisant comme si on avait participé au combat. Elle a pleuré. Moi non. J'ai trouvé un nouveau travail peu de temps après. Une plus petite entreprise, mais un travail stable. Le propriétaire est un type bien, il traite les gens humainement. Et grâce à un GoFundMe que Darlene a créé sans même me le demander, j'ai pu remplacer la plupart de mes outils. La nouvelle s'est répandue en ville, quelques personnes ont même fait don d'équipement de leurs propres ateliers. Un type a déposé une scie à onglet radial avec un mot, pour un vrai homme. Celui-là m'a fait sourire. Quant à Earl, il est toujours en détention provisoire, en attente de son procès. Sa libération sous caution a été refusée. Le juge a dit qu'il représentait un danger pour la communauté. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas eu à lever le petit doigt pour le détruire, j'ai juste laissé la vérité faire ce qu'elle fait toujours. Une arrestation? Eh bien, parfois la justice ne vient pas avec un coup de marteau. Parfois, elle vient avec le silence à une table de dîner et un paquet sur un établi.